Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver et surtout tous les samedis en 15. Nous essayons autant que faire se peut de vous faire passer une heure de détente. Vous savez qu'en première partie de cette émission, nous recevons la belle, la douce Mireille Anti pour Vos problèmes nous intéressent et en seconde partie, nous serons en compagnie dans le cadre de C'est la vie de l'invité. Nous serons en compagnie du président du Doromican, Monsieur Adama Daiko. Pour l'instant, allons avec la première rubrique de cette émission, Vos problèmes nous intéressent. Mireille Anti est présente sur notre plateau. Je suis tellement heureuse de t'avoir. Le bonheur est partagé. Oui, je suis très contente de vous retrouver. Tu avais promis, oui. physiquement, je serai là. Et tu es une femme de parole, tu es là. C'est gentil. Alors, avant donc de parler du cas du jour, on va parler de cette formidable initiative que tu as eue en faveur des enfants vivant en milieu carcéral. Et d'ailleurs, lundi dernier, c'était la rentrée, c'est ça, justement, de ces enfants-là. Alors, comment tu les as sentis? Un peu perdus, un peu crispés, un peu dépaysés? Oh ben non, non. Contre toute attente, ces enfants-là étaient très, très heureux de retrouver le chemin de l'école. Et j'étais moi-même très étonnée de l'impact de la première édition sur ces enfants-là. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'ils prennent le chemin de l'école. On les a scolarisés déjà l'an dernier. Et cette année, alors je suis avec eux là actuellement, oui. Ils me disaient c'est le quart, il vient d'arriver, on veut aller à l'école et tout ça. Et ce n'est pas des termes ou des propos qu'ils avaient au départ. Tout à fait. Ce sont des enfants qui ont vraiment pris connaissance avec le milieu des enfants et qui adorent de toute façon. Alors, quelle est la vie des mamans incarcérées justement? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Alors, ces mamans sont tout autant heureuses. Je vais d'ailleurs vous faire une confidence que m'a faite la mère d'Emmanuel, qui m'a dit est-ce que vous savez qu'Emmanuel, maintenant, il tape les barreaux de la cellule parce qu'il veut sortir? Il ne supporte plus l'enfermement. Donc, je me suis adressée à l'administration pénitentiaire et on est en train de faire des démarches. Il faut qu'il parte en institution. Et ça, j'ai trouvé que c'était une excellente nouvelle. C'est juste magnifique. Voilà. C'est juste magnifique. On en parle et j'ai vraiment la chair de poule. Je suis émue parce que je me dis que l'univers des enfants, ce n'est pas en milieu carcéral. Non, pas du tout. C'est juste pas possible pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et ça nous fait plaisir là de voir que nous bénéficions de la collaboration de l'administration pénitentiaire, que vous pouvez d'ailleurs voir sur les photos. Avec Madame la Ouattara, permission de Félicité Soro, voilà. Madame Ouattara Korotoumou de l'administration pénitentiaire qui est venue nous encourager une nouvelle fois dans cette entreprise. Vous avez aussi la responsable des études de cet établissement, la fondatrice de l'établissement qui a accepté justement de scolariser ces enfants, de les recevoir. Voilà. Et donc, ces dames-là étaient toutes présentes pour nous encourager dans cette initiative et nous espérons que les enfants vont bien s'amuser encore cette année, qu'ils vont parcourir tout ce qu'on leur offrira au niveau de leur établissement et in fine, qui sortiront du milieu carcéral. Parce que c'est aussi ça notre action. Alors, on sait juste après les cours, ces enfants-là retournent en milieu carcéral. Comment vous arrivez à leur expliquer que voilà, c'est pas un milieu fait pour eux, mais il faut qu'ils y aillent quand même après les cours? La chance que nous avons, c'est que ce sont des enfants en bas âge finalement, qui ne comprennent pas parce que à l'origine pour eux c'est leur milieu naturel, alors que c'est pas le cas. Donc cette scolarisation a permis de leur ouvrir les yeux sur ce monde qui est finalement le leur et non pas derrière les barreaux. Et qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Eh bien, ils aiment, ils apprécient et l'objectif ou la finalité est là, ils veulent sortir du milieu carcéral. Alors, tout est question maintenant de mesures au plus haut niveau. Nous nous sommes déjà adressés à des structures étatiques pour recevoir ces enfants, seulement elles n'ont pas la permission d'accueillir ces enfants parce qu'il faut ne serait-ce qu'un arrêté qui disent à partir d'aujourd'hui, les enfants ne vivront plus en cellule avec leur mère, mais ces enfants-là seront aussitôt référés. Parce que nous disons chaque fois, quand on rencontre un enfant ou quand on ramasse un enfant dans la rue, systématiquement, il est adressé vers une structure étatique. Alors pourquoi ces mamans qui purgent leur peine en prison doivent y être avec leurs enfants? Certaines y sont parce qu'elles vont enceintes, donc elles accouchent en milieu carcéral et ces enfants vivent avec elles. Et d'autres y vont avec leurs enfants parce que la société les rejette déjà parce qu'elles vont en prison. Donc il n'y a personne pour s'occuper de leur enfant et donc l'enfant est obligé
de vivre le milieu carcéral de leur maman. Est-ce qu'on peut se dire qu'à la longue, ces enfants-là pourraient dévier, hein? Absolument. Absolument. Ça, c'est un risque à ne pas courir, justement, en les laissant là-bas. Parce que le prétexte, c'est que non seulement la société rejette ses enfants et leur mère, mais on veut préserver un certain lien familial entre la mère et son enfant. C'est bien de pouvoir, comme ça, de vouloir préserver ce lien. Mais nous disons, quand une mère est, par exemple, en train d'allaiter son enfant et qu'elle n'est pas dans de bonnes conditions psychologiques, on retire l'enfant de l'allaitement, tout simplement parce qu'on estime que le lait qu'elle donne à son enfant est de mauvaise qualité. Alors pourquoi on ne pourrait pas réfléchir comme ça au niveau de ces enfants en bas âge en disant non, le milieu carcéral c'est peut-être fait pour les adultes finalement et que les enfants qui ne purgent aucune peine n'ont pas le droit d'y être et de les retirer ipso facto. Moi je pense que ce serait peut-être une mesure préventive pour éviter justement de s'apercevoir plus tard que ces enfants ayant tant côtoyé le milieu carcéral qu'ils aient envie d'y retourner chaque fois. Parce que finalement, c'est le milieu qu'ils connaissent. Et ce que j'ai envie de demander, c'est à quel âge ces enfants-là sortent de ce milieu? Quand ils sont adultes ou quand ils sont... je ne sais pas. À quel âge? Selon les textes de loi qui existent en la matière, c'est 2 ans. Par contre, on ne serait pas étonné de voir des enfants qui ont beaucoup plus que ça. Et qu'ils y sont toujours, parce que la mère est incarcérée. Et s'il n'y a personne pour s'occuper de cet enfant, et si la mère ne désire pas se séparer de cet enfant, eh bien, je dirais entre guillemets que la loi est impuissante devant cet état de fait. C'est pour ça qu'il faut réfléchir en amont, et non pas attendre que la situation se passe et qu'on soit désarmé, et qu'on accepte cette situation. Il faut déjà empêcher. Et je pense qu'il y a un texte de loi qui le prévoit, que les mamans ne soient pas incarcérées enceintes, mais qu'on attende une certaine période après l'accouchement pour qu'elles y aillent. C'est peut-être ça les petites failles comme ça du système qu'il va falloir pouvoir redresser. Parce qu'aujourd'hui, on stigmatise ces jeunes microbes, ces enfants de la rue qui n'ont rien à faire, qui agressent les enfants. Et on va se permettre d'ériger un laboratoire de microbes à la Maca ou dans les prisons ivoiriennes où il y a des mères qui vivent avec leurs enfants. C'est dangereux. C'est dangereux et ce serait bien de réfléchir comme ça en amont chaque fois pour se dire, pour ne pas arriver à ce type de situation, à cet état de fait, il faut très tôt retirer ces enfants-là. Et puis on m'a dit, pourquoi pas une prison de femmes? Exactement. Pourquoi pas une prison de femmes? Parce que ce phénomène, il n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Vous avez tous les États africains qui rencontrent ce problème et même le monde entier. Ailleurs, dans les pays développés, il y a des prisons pour femmes. En ce moment-là, on prend des dispositions, il y a des crèches, il y a tout l'environnement de la mère et de l'enfant qui est protégé. Là, on peut parler d'accompagnement de ces enfants-là. Mais quand des mères côtoient des hommes, et aussi des mineurs, parce que n'oublions pas ce volet-là, les mineurs en conflit avec la loi, c'est vraiment pas un univers propice, parce que souvent il y a du grabuge en prison et on peut imaginer ce qui pourrait se passer pour ces enfants. Ouais. Alors aujourd'hui, Mireille, j'ai envie de dire, quel est ton cri de cœur? Alors mon cri de cœur, c'est qu'il n'y ait plus d'enfants qui vivent en cellule avec les parents, avec leur mère, parce qu'ils n'ont rien fait. Pourquoi est-ce qu'ils y sont? Le petit Emmanuel aujourd'hui tape la cellule, il a 3 ans cet enfant. Donc de plus en plus, il est en train de réaliser qu'il est dans une cellule. Et il y a urgence, il faut l'enlever de là. Le risque encore, c'est une stigmatisation donc, de cet enfant-là, de la part de ses amis. Mais tu vis où? Ton papa, il est où? Les enfants, ils parlent très très vite de ces choses-là. Et il y a de petites phrases assassines comme ça, va là-bas, prisonnier, alors qu'il n'a rien fait l'enfant. Il est en train de payer pour les erreurs de sa maman. Donc, ce n'est même pas normal qu'ils y soient. Moi, mon cri de cœur, c'est que ces enfants-là n'y soient plus. Parce qu'il y a un enfant de 3 ans, Emmanuel, un enfant de 2 ans, Razak, et un petit garçon de 9 mois. Alors, tous ces enfants-là vont y être le temps de la peine de leur mère. C'est dangereux. C'est dangereux parce que si Emmanuel ne veut pas aujourd'hui, est-ce qu'au sortir de cette émission, une décision sera prise pour qu'Emmanuel n'y soit plus? On l'espère. C'est mon cri de cœur. C'est mon cri de cœur. Il ne faudrait pas. Et puis, il faudrait aussi réaménager nos textes de loi pour qu'ils prennent en considération les droits des enfants. Parce que ces enfants-là, ils ne sont pas condamnés. Mais en même temps, rien n'est fait pour eux. Ils ne bénéficient pas d'une assistance médicale adéquate parce qu'il n'y a pas de pédiatre là-bas. Ce n'est pas une prison pour enfants, donc on ne prévoit pas un pédiatre. Donc c'est un médecin généraliste qui y est avec tout ce qui s'ensuit. Et la nourriture adéquate pour un enfant, est-ce qu'on y a pensé?
Parce que c'est vrai, la loi le dit, qu'ils doivent rester en prison jusqu'à 2 ans. Mais est-ce que l'accompagnement est fait? Non, ce n'est pas le cas. Donc, autant d'aspects comme ça qu'on néglige et qui impactent sur l'avenir de ces enfants. Alors, mon cri de cœur à ce jour, c'est qu'ils n'y soient pas du tout. Ils sont 3, heureusement. Enfin, malheureusement, mais heureusement, on peut encore faire quelque chose et en amont prendre un arrêté rapide pour dire non, les enfants n'y vont plus. Et la question est résolue. Après, on peut penser à faire justement cette prison pour femmes parce qu'à ce jour, il y a 6 femmes enceintes. Alors, vous savez, la grossesse, c'est 9 mois. Exactement. Et là, je vous dis qu'elles sont enceintes. Donc, elles ne sont pas enceintes d'1 mois ou de 2 mois avec vraiment le ventre qui sort. Donc, c'est dans les jours ou dans les mois à venir que les mamans vont encore accoucher. Alors, imaginez, 6 nouveau-nés en 2015 qui naissent dans nos prisons. C'est grave. C'est grave et donc il faut faire quelque chose urgemment. Merci Mireille pour le travail que tu abats. Et je t'ai dit, hein, je répondrai toujours présente quand tu me solliciteras pour cette belle initiative, je le rappelle encore une fois. Et je sais également que Connie, qui regarde cette émission, t'appellera juste après cette émission parce qu'elle est juste formidable. Elle aussi, elle a un cœur énorme, cette jeune fille. Et je sais qu'elle t'appellera. Et ensemble, on essaiera de voir comment on te soutient. Merci beaucoup. On va à présent passer au cas du jour. Je vous donne donc lecture du cas. Bonjour à toute votre équipe, je suis Madame Toili. Je suis mariée depuis 14 ans et juste après la crise, mon homme a perdu son emploi. Depuis, je suis devenue un objet de défoulement. Il me bat tout le temps. Je suis secrétaire dans une entreprise et chaque fois que j'arrive au bureau, je suis fatiguée d'avoir pleuré, mais aussi d'avoir reçu des coups. Je ne veux pas me séparer de lui, mais ce comportement joue sur mon emploi, joue sur ma vie de femme. Nous n'avons même plus de sexualité. Depuis 3 ans, chaque fois que je lui en parle, il me dit qu'il ne me désire plus. Je voudrais vraiment que tu m'aides à reconquérir mon mari. Sinon, que dois-je faire? Je suis à bout. J'en ai parlé à nos témoins et à ses parents, mais aucun changement. Mes parents ont souhaité que je le quitte avant qu'un drame ne survienne. Mais est-ce une solution? J'ai besoin de vous. Avant donc de prendre langue avec Mireille Anti, on va suivre ce micro au trottoir. Donc, on a posé la question à certains de nos téléspectateurs. Devrait-on battre une femme quand elle a un mauvais comportement ou quand on se sent exaspéré par ce qu'elle fait? Ou encore, comment lui faire entendre raison? C'est parti. Femme, dans la généralité, ce n'est pas normal. Mais comme on le dit, dans la Bible même, il est mentionné que l'homme doit éduquer sa femme. Et donc ça fait partie de notre tradition à tout un chacun. Doit-on renoncer à notre tradition? Éduquer la femme. On peut battre la femme, comme on peut ne pas la battre. Ça dépend seulement de ce qu'elle a fait. Donc moi je soutiens que c'est un dernier recours. C'est-à-dire quand on applique les autres méthodes et que ça ne marche pas, on peut éduquer la femme. Et qui parle d'éducation, parle aussi de la chicotte. Donc on peut battre la femme. Selon les dits du docteur Pohan, qui est psychopédagogue de formation, il disait qu'on ne doit pas battre une femme dans une relation parce que ce n'est pas bien, ça peut entraîner la rupture, comme aussi ça peut entraîner le divorce. Donc en toute chose, d'abord il faut la communication, parce que c'est la communication qui renforce les liens dans une relation. Monsieur peut être à Boaké, comme madame peut être à Abidjan ici, et de façon régulière ou de façon récurrente, ils peuvent s'appeler, ça peut plus ou moins renforcer les choses. Donc, en battant une femme, ça peut plus ou moins fragiliser la cohésion dans une relation sentimentale. Moi, je pense que cette question ne doit pas se réduire à la femme seulement. Battre quelqu'un même n'est pas normal. Mais battre une femme n'est pas aussi normal. Mais dans certaines situations, on peut battre sa femme dans le but de la mener à comprendre quelque chose, à comprendre une idée, à comprendre notre position vis-à-vis d'elle. L'attitude à adopter lorsque nous sommes en colère, je pense que c'est d'abord chercher à se maîtriser. Donc se maîtriser, ça veut dire ne pas réagir immédiatement face à la situation qui vient de nous mettre dans cet état que nous vivons sur le champ. Donc il serait mieux de ne pas répondre à ce qu'on vit sur le champ, mais plutôt se contenir pour ne pas commettre encore des actes qui puissent empirer la situation. Donc il faut pouvoir
prendre son calme, il faut pouvoir se maîtriser pour vraiment gérer la situation qu'on vit. Lorsqu'une personne n'arrive pas à se contenir, à contenir en quelque sorte ses instincts, il est mieux qu'il s'éloigne en quelque sorte de la situation. C'est-à-dire qu'il évite la situation. Il peut disparaître, il peut partir, quitter en quelque sorte les lieux. S'il se connaît, s'il sait qu'en demeurant là, ça risque d'exploser, sa colère risque d'exploser, s'il a du mal à se canaliser, il peut fuir, il peut s'éloigner de la situation de peur de créer en quelque sorte des dégâts. Maintenant, le reste, je pense que tout ce qui concerne le caractère et autres, c'est une question d'éducation, une maîtrise de soi, et ça demande beaucoup d'autres aspects qui entrent en ligne de compte. Pour pouvoir se maîtriser face à une situation, je crois qu'il serait mieux de s'éloigner de ceux qui l'ont énervé ou bien de là où se passe l'action. Voilà, un truc comme ça. Et puis aussi, il faut avoir beaucoup ici la maîtrise de soi. Face à une situation, mais il faut d'abord se maîtriser, avoir la maîtrise de soi et puis essayer de chercher la solution effective du problème. Alors, j'ai reçu un SMS tout à l'heure qui me disait « Les traditions ont la peau dure ». Bon, enfin. Alors, Mireille, quel est ton avis sur cette question? Écoute, c'est triste d'en arriver là, surtout quand on a été mariés depuis 14 ans. Exactement. Mais il y a quand même un facteur qui pourrait expliquer. On ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants du problème qui nous a été expliqué. Toutefois, on pourrait dire que c'est la perte de l'emploi du monsieur qui a engendré ce phénomène de violence physique dans le foyer. Alors, est-ce pour autant qu'on devrait excuser un tel comportement? Non. Quand on sait que la violence, c'est l'arme des plus faibles, justement. Exactement, je suis tout à fait d'accord. J'entendais tout à l'heure les téléspectateurs parler de se retirer de la scène qui nous énerve. C'est généralement l'attitude adoptée par des hommes responsables. Oui, messieurs, vous êtes responsables quand il y a une violence ou quand madame vous énerve et que vous claquez la porte et que vous partez. Ce n'est pas de la faiblesse, bien au contraire, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Parce que quand une femme vous énerve, vous savez comment nous sommes, en train de chercher la petite bête quelque part et tout. Enfermez-vous quelque part, passez à autre chose. Après, on va se calmer, on va revenir vers vous. Mais si vous arrivez à porter la main à votre épouse, c'est que vous-même, vous ne supportez plus votre situation. Et votre situation actuellement, monsieur, c'est la perte de votre emploi. Alors, cet emploi-là constituait pour vous votre dignité. Vous l'avez perdu à la suite de la crise. Et il se trouve que madame continue d'aller au travail. Exactement. Justement, c'est une situation que vous ne sauriez accepter, dans la mesure où finalement c'est elle qui prend le dessus dans le foyer. Exactement. Et il y a ce complexe d'infériorité que l'homme n'aime pas jouer, ou cette position inférieure que l'homme n'aime pas jouer dans le couple. On vous comprend. On vous comprend seulement. Une femme, une épouse, c'est une aide, c'est une compagne, c'est un autre vous. En ce sens que c'est une personne humaine qu'il va falloir respecter. Elle ne peut pas être un pushing ball pour vous. Elle ne peut pas être, qu'est-ce qu'elle a dit, un objet de défoulement pour vous. Non, pas du tout. J'entendais parler de communication tout à l'heure. Là, c'est un peu difficile. Chaque fois, on parle de communication, mais ça ne répond pas à tous les problèmes. Dans ce cas, la communication ne fera pas grand-chose parce que monsieur se sent diminué vis-à-vis de sa femme qui, elle, travaille. Donc, on va revenir sur le choix des témoins tout à l'heure. Dans ce genre de situation, monsieur est déstabilisé psychologiquement. Il faut le comprendre. Donc, il va falloir l'accompagner. C'est quelqu'un qui a besoin, en face de lui, d'un modèle, d'une personne qui est passée par cette étape et qui a su s'en sortir. S'en sortir comment? Par une activité, à travers l'entrepreneuriat, ou à qui on a permis d'avoir du travail et qui a pu se reconstruire. Et là, l'intervention des parents, des témoins ou des parents n'est pas idéale. Alors, je vais vous dire pourquoi. Les témoins, je ne sais pas trop quels sont vos critères, mais généralement, les témoins sont choisis parce qu'ils nous aident financièrement pour l'organisation du mariage. Et ça, c'est triste. C'est désolant parce que si on comprend la fonction d'un témoin pour le couple, on ne s'amuserait pas à faire ce genre de choses. On distinguerait un parrain d'un témoin. Parce que le témoin, il vous suit. C'est la personne que vous respectez. C'est la personne qui a pour habitude, dans votre quotidien, de vous apporter les conseils nécessaires. Alors, si vous allez choisir, je dis n'importe quoi, j'ai rien contre les PDG, mais un PDG de société qui est généralement qui n'a pas le temps, qui est chaque fois entre deux avions,
écoutez, ne soyez pas étonnés que vous preniez rendez-vous déjà pour le rencontrer et que vos problèmes l'agacent à un moment donné parce qu'il n'a pas que ça à faire. Voilà. Justement, le témoin, ça se choisit. Alors, un témoin que vous avez choisi selon des critères plus ou moins, on va dire comme ça, subjectifs, il ne fera pas grand-chose pour vous. Et ce monsieur-là, il n'a pas forcément besoin de l'appui d'un témoin si et seulement si ce témoin est quelqu'un d'important dans sa vie et qu'il a aidé, qu'il a vu grandir, qu'il a suivi dans son parcours. Donc, ce monsieur-là a besoin d'être assisté. Il a besoin d'avoir devant lui une personne de référence et une personne qui a traversé de préférence cette situation-là. Alors, un autre sujet qui est développé par le cas de madame, c'est la violence, bien entendu, on en parlait tout à l'heure. La violence qui a aussi des répercussions, et là, sur son travail. Exactement. Et là, on rentre aussi dans le milieu de l'emploi, dans le monde du travail. Il faut savoir qu'il faut faire un juste équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, quand la vie privée n'est pas si rose et qu'elle impacte la vie professionnelle, en ce moment aussi, les chefs d'entreprise, les patrons, devraient penser justement à ces petites cellules d'écoute qu'il faut implanter au sein des entreprises. Je pense que la RTI, après ce que je viens de dire, va implémenter tout ça. C'est important dans la mesure où cette dame, elle a un poste stratégique en entreprise. Elle est secrétaire. Alors, la secrétaire, c'est celle qui fait toute la paperasse administrative. C'est le miroir, quand vous rentrez, c'est la première personne que vous voyez. Absolument, et dans des entreprises très stratégiques où on envoie chaque fois des mails pour des partenariats ici et ça, madame s'est fait battre la veille. Et elle a pleuré toute la nuit, elle n'est pas en forme. Quand elle arrive, elle voit la moitié du travail. Alors que si en entreprise, aussitôt il y a ce relais-là, la dame, elle est assistée et son travail lui permet de fuir cette réalité violente. Et c'est tout bénéf pour l'entreprise, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire éventuellement, cette dame? Finalement, je ne te laisse plus la possibilité de me poser des questions. C'est ça. Mais c'est très bien fait, de toute façon. C'est toutes ces questions-là que j'allais te poser. Donc, vu que c'est détaillé comme ça, c'est pur bonheur. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle devrait faire, cette dame, puisqu'elle est en activité? Ce serait de voir un peu le CV de son époux et voir les opportunités qui s'offrent à elle. On parlait de sa situation stratégique au sein de l'entreprise. C'est l'occasion de pouvoir se renseigner pour voir s'il n'y a pas d'offres d'emploi à côté. Aussi savoir, ça c'est pour ce qui est de l'emploi, l'entrepreneuriat, savoir si monsieur a économisé entre-temps, si vous-même vous avez quelques économies, si vous pouvez l'aider, mais ne le lui proposez pas comme ça vous en tant que son épouse, parce que s'il en arrive à vous battre, c'est que vous constituez pour lui un élément de concurrence. Donc, n'en parlez pas, restez dans votre coin, mais faites le travail, comme on dit, en dessous, un travail souterrain. Vous voyez des gens qui peuvent aider votre époux à lui trouver du travail. Vous allez voir que quand il va retrouver ou quand il va avoir un travail, ça sera plus simple. Il pourra mieux gérer sa colère parce que là, il ne sera pas en situation d'instabilité émotionnelle. Voilà. Alors, pour résumer, Mireille Anti, à la maison, comment cela devrait se passer pour éviter qu'elle soit toujours, on va dire, l'objet de défoulement de son époux? Alors, c'est difficile d'échapper à la violence domestique. C'est un sujet très important. Vous savez, certaines femmes ont trouvé comme un procédé pour pouvoir s'en sortir de se mettre aux arts martiaux. Et ça a marché. Parce que quand monsieur a levé la main sur elle et qu'elles ont donné la... Voilà, elles se sont défendues. Tout de suite, il a arrêté. Il y a des dames qui en ont eu marre, qui ont retourné le couteau contre leur époux, hélas. Donc, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Et cette dame, je me permets de compatir à cette situation qu'elle vit. C'est difficile d'être là-dedans et de pouvoir lutter de l'intérieur. Malheureusement, nous n'avons pas d'infrastructure qui lui permettrait d'échapper à son quotidien un tant soit peu, ne serait-ce que pour qu'on résolve la situation et que tout reparte comme avant. Qu'elle sache, et je pense qu'elle le sait, elle est intellectuelle, il y a la loi qui réprime ce type d'action. Mais je pense qu'elles ont toujours peur. Les femmes ont peur, à juste titre. À juste titre. Elle aime son mari, elle aime sa situation, enfin, elle n'aime pas sa situation de maintenant. Elle est restée avec lui pendant 14 ans, il ne se comportait pas comme ça. C'est 3 ans plus tard, après la crise, qu'il a commencé à devenir violent. Ça veut dire que ce n'est pas son quotidien. Donc ce monsieur doit être rapidement pris en charge. Mais la dame, il faut qu'elle sache aussi, parce que c'est notre rôle de pouvoir lui apporter l'information,
ce type d'acte est réprimé par la loi. Elle peut donc porter plainte et on va appliquer des mesures dissuasives vis-à-vis de son époux. Bien entendu, on ne le jettera pas comme ça tout de suite en prison. On le mettra juste au cachot à côté pour qu'il se refasse la lecture de tout ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je ne voudrais justement pas qu'on en arrive à mort d'homme, à blessure considérable au point où madame soit invalide et qu'elle n'ait plus l'occasion de pouvoir exercer son métier aussi. Et qui tient le foyer finalement? Qui a la charge des différentes charges, j'ai envie de dire ça comme ça? Parce qu'après, si madame est invalide, plus personne ne travaille. Voilà. Alors comment vous subvenez aux différentes charges? En tout cas, Mireille Onti, merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle ton numéro de téléphone, c'est le 01 07 87 12 01 07 87 12. Et l'adresse électronique de cette émission, c'est samedi sur la 2 @rti.ci. C'est samedi sur la 2 @rti.ci. Alors, Mireille Onti, président d'AICO. Oui. Président d'AICO, Mireille Onti. Vous vous connaissez déjà? Étant président, je sais qu'elle est très active dans la société et surtout quand j'entends l'effort qu'elle fournit pour être à la disposition des autres à travers ses actions, mais je ne peux que la connaître mieux. Exactement. Sinon, je la connais très bien. C'est une femme de médias. Oui. Donc, on s'est souvent rencontrés à certaines émissions. Alors, qu'est-ce que tu penses du président d'AICO? Il est génial. Il est génial. Il nous a manqué d'ailleurs parce que, on ne va pas dire à la faveur de la crise, son célèbre passage dans le milieu électoral avec sa candidature à la présidentielle, avec tout le corollaire qu'on a connu et tout. Malheureusement, il a disparu des écrans télé. Et j'ai été surprise d'ailleurs de le voir parce que je ne pensais pas qu'il était présent. Il a bien voulu répondre à l'invitation d'un des membres de son parti. Je suis dans le parti, mais sans carte de parti. Vous savez, c'est un grand parti. C'est le seul parti où, pendant les élections, les militants peuvent aller voter qui veulent ailleurs et puis revenir. C'est le meilleur parti d'ailleurs. C'est le meilleur parti. Alors, Mireille Onti, on va se donner rendez-vous le 29. Absolument. Le 9 novembre. J'espère que tu seras des nôtres. J'espère moi aussi. Je vais croiser les doigts pour ça. C'est la seconde partie de cette émission. C'est l'avis de l'invité. On recevra le président Adama d'AICO. Parce que quand tu dis en France, tu deviens noir. C'est comme l'Ivoirien qui est parti en France. Mais Français ne sont pas bien. Quand tu es nouveau là, ils te reconnaissent. Parce que l'Ivoirien marchait comme ça. Alors, ça c'est... Mais ça, il vient d'arriver là. Monsieur, s'il vous plaît, venez, contrôle. Service d'immigration. Présentez-vous, c'est quel nom? Il dit, je m'appelle Yapi. Il dit, ah, c'est beau ça. Et le prénom, c'est quoi? Il dit... Yapo. Et puis le blanc dit, ah bon, ben allez-y, parce que si je vous demande vos papiers, vous me direz Yapa. Mes amis, mon grand-père disait à mon père que la meilleure des choses à offrir à tout le monde sur la terre est le sourire. À votre adversaire, la tolérance. À votre offenseur, le pardon. À vous-même, la rigueur. À votre fils, votre exemple. À votre père, le respect. À votre mère, l'humilité. À votre épouse, la fidélité.